Allez, c'est parti pour le live du Grand Forum du patrimoine avec une table ronde sur le thème gestion thématique entre phénomènes de mode et phénomènes de société. C'est effectivement très à la mode, la gestion thématique. Pour en parler aujourd'hui, j'ai deux spécialistes. Yann Loin. Yann, bonjour. Bonjour Frédéric. Yann, vous êtes responsable commercial chez Pictet AM. Et puis à vos côtés, Vincent Vallès. Vincent, bonjour. Bonjour Frédéric. Vincent, vous êtes directeur commercial distribution France chez DPAM. DPAM, on le rappelle, c'est deux groupes Petercam. Asset Management, exactement. Et non pas DPAM, les vêtements. Pour démarrer cette table ronde sur la gestion thématique, on l'a dit, il y a quand même beaucoup de gérants qui font de la gestion thématique. Depuis 2 ans, c'est quand même un peu à la mode. Et on va revenir sur pourquoi c'est à la mode, cette gestion thématique. Un peu de pédagogie. Qu'est-ce qui fait la différence entre une gestion sectorielle et une gestion thématique? Qui se lance? Une gestion sectorielle, c'est un petit peu l'invention des indices. Une gestion va être divisée par pays ou répartie par pays ou par secteur d'activité. Chez nous, la gestion thématique est par nature transsectorielle et internationale, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, dans un thème comme Pictet Security, traiter à la fois la sécurité dans l'industrie automobile, dans la distribution alimentaire, dans les technologies de l'information et l'informatique. C'est transversal. Et c'est transversal, exactement. Ouais. Vincent, vous voulez compléter? Oui, c'est vrai que quand on parle de gestion sectorielle, c'est vraiment un secteur d'activité, donc des entreprises. Donc c'est le transport, c'est l'aérien, c'est l'automobile, voilà, la santé. Et surtout, on achète des entreprises qui souvent se ressemblent, qui sont très corrélées dans la valorisation boursière, qui font à peu près les mêmes produits, les mêmes services. Et contrairement à ça, la gestion thématique, ça permet d'être donc beaucoup plus transversale. On parlait de la voiture, l'automobile par exemple. Ouais. Si on aime la voiture électrique aujourd'hui, si on fait un fonds sectoriel, on achètera des entreprises qui font tout type de voiture. Par contre, si on a un fonds thématique, on achètera des choses qui font que de la voiture électrique. Donc c'est une différence qui est vraiment importante, je pense. Et le fait d'être transversal va m'apporter de la diversification et de la décorrélation. Et quand un secteur est pris dans la nasse, le fait d'être transversal me permet d'éviter d'être squeezé. Allez, une petite question, poil à gratter. Je le disais tout à l'heure, la gestion thématique, c'est à la mode. En quoi vous êtes légitime? Bon, alors Pictet, j'ai déjà un peu une idée, parce que vous... Parce qu'on est les pionniers. Tout simplement. Ça fait plus de 25 ans qu'on fait de la gestion thématique. C'était Pictet Water, votre premier? Pictet Biotech, le premier en 1995. D'accord. C'est aujourd'hui 60 milliards d'actifs sous gestion, c'est 15 stratégies d'investissement, c'est 43 gérants et analystes qui sont mobilisés sur ces thématiques d'investissement, c'est 40 membres de comités consultatifs, donc des experts dédiés à chaque thème d'investissement. Donc on a un savoir-faire en la matière et depuis maintenant plus de 25 ans. D'accord. Même question, Vincent Vallès, votre légitimité chez DPAM. Tout à fait. On n'a pas l'historique de Pictet. En revanche, on a démarré la gestion multithématique en 2000, donc c'est un point important. Ah oui, 20 ans. Voilà, donc 20 ans, un peu plus de 20 ans. Avec quel produit? C'était un fonds action européenne qui était multithématique. D'accord. Et ensuite, en 2007, on a accéléré avec le lancement de notre stratégie nutrition, Sustainable Food Trends. D'accord, donc ça fait plus de 10 ans que vous êtes sur ces approches. Et ça s'est accéléré puisque notre CIO actuel était celui qui était à l'origine de ce fonds nutrition. Et ensuite, on a lancé 3 autres fonds thématiques. Donc aujourd'hui, on a une gamme de 4 fonds thématiques ou multithématiques. Quand on gère des fonds thématiques, on fait comment pour se benchmarker? On se compare à quoi? Nous, on utilise un seul indice de référence pour toute la gestion thématique, qui est un indice action international classique, parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de définir un indice thématique. Il y a autant de définitions d'un thème qu'il existe de fonds positionnés sur ce thème-là. Donc, on préfère avoir un indice générique, et puis, tout l'avantage de la gestion thématique, c'est justement d'être débenchmarké. C'est-à-dire que quand on prend la gamme de fonds Pictet, année après année, entre la thématique la plus performante et la thématique la moins performante, on va avoir tous les ans 30, 40, 60 parfois % de différence de performance. Et c'est ce qui fait le charme de cette gestion thématique. L'an dernier, à cette même période... Donc vous prenez un indice généraliste, vous prenez quoi? Un MSCI World? MSCI World All Countries. D'accord. Ouais. Ok. Donc vous prenez l'ensemble du marché, vous comparez, vous invitez vos porteurs à comparer votre performance à l'ensemble du marché. C'est un indice de performance, pas de construction, et ça permet finalement d'avoir un référentiel commun pour toute la gestion thématique. C'est beaucoup plus simple comme ça. Ok. Vincent Vallès, chez DPAM, c'est quoi votre approche? Alors nous, on a une approche un petit peu différente. Sur la stratégie nutrition, par exemple, que j'évoquais tout à l'heure, on utilise l'indice de référence DAX Agribusiness. Parce que ça a beaucoup de sens avec la thématique agroalimentaire au sens large. Sur notre stratégie New James, qui est un fonds multithématique, donc beaucoup plus global, là on utilise le MSCI World, parce que ça a du sens d'utiliser le MSCI World. On rejoint exactement l'approche de Pictet. Et enfin, on a une stratégie climat, qui est de l'univers obligataire, avec
des émissions corporate et des émissions Govies. Et là, on utilise un Barclays Euro Aggregate. Parce que c'est à nouveau une stratégie globale, donc on utilise un indice plus global. Allez, on va un peu casser du sucre sur les copains. Qu'est-ce que vous pensez de ces indices thématiques? Parce qu'il y a un autre phénomène de mode dans la gestion, c'est les ETF. Donc, qui dit ETF, il faut des indices. On a vu fleurir des indices thématiques avec des ETF qui étaient associés. C'est sérieux, c'est solide, vous y croyez pas? C'est intéressant, c'est intéressant. Maintenant, c'est vrai que la gestion thématique est par nature une gestion d'expertise. C'est-à-dire que chez Pictet, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 43 gérants et analystes, il y a 40 membres de comités consultatifs, c'est-à-dire que nous avons des collèges d'experts, donc des chefs d'entreprise, des académiciens, des chercheurs qui travaillent auprès de chaque équipe de gestion thématique, parce que c'est une gestion qui par nature qui est doit une être gestion active et de niche. Et quand on voit les indices finalement achètent quasiment mécaniquement les valeurs. Et on l'a vu par exemple dans le thème de la transition énergétique ces derniers mois, on a des valeurs qui ont fait 700-800% parce que achetées automatiquement par les indices. On a subi un petit peu les conséquences ces dernières semaines, des valeurs qui ont perdu 2/3 de leur capitalisation boursière parce qu'il y avait une euphorie, parce qu'il y avait une bulle. Et les indices parfois aussi alimentent ces bulles de marché. C'est tout le problème des mouvements moutonniers, quoi. Quand on est dans un indice, on est parfois aspiré par un momentum de marché. Votre sentiment? Notre sentiment, il est assez similaire. Alors, surtout parce que chez DEPAM, notre philosophie de gestion, elle est basée sur 3 piliers, qui sont la gestion active, de conviction. Donc ça, on a bien compris, l'un comme l'autre, c'est on sort du benchmark. Exactement. On a des convictions. La recherche fondamentale, donc c'est les équipes de recherche qui sont également très étoffées, plus de 30 spécialistes qui sont dédiés à la recherche chez DEPAM. Et enfin, l'ISR. Et ces 3 choses-là, ça plaide vraiment pour une gestion qui est active, qui est de conviction et qui est non benchmarkée. Donc à partir de là, c'est vrai que la logique indicielle ne nous intéresse pas sur ce type de solution. On l'a dit, ces gestions thématiques, c'est transversal, c'est une des valeurs ajoutées par rapport aux gestions sectorielles où à un moment, quand le secteur aérien va mal, toutes les compagnies vont mal. Ça vous oblige à aller, entre guillemets, prendre des valeurs un peu sur tous les marchés, donc vous gérez des fonds qui ont par essence tendance à être des fonds actions internationales. Ce sont des fonds actions internationales avec toutes les difficultés des actions internationales, entre autres la devise, non? Avec la devise. Alors nous, on a des parts qui sont couvertes et des parts qui sont non couvertes. On a plutôt tendance à privilégier par non couvertes parce que c'est des fonds qui sont censés rester assez longtemps dans les allocations. Et globalement, on ne trouve pas d'intérêt à payer le coût de la couverture sur le long terme. Mais l'idée de ces gestions-là, c'est justement d'avoir un fonds action internationale, mais qui investit avec un prisme qui est celui des thématiques et avec un objectif de croissance 2 à 3 fois supérieur à celui du marché. L'idée, c'est véritablement ça. Lorsqu'on tire des perspectives, horizon 10-15 ans, on prend le cas par exemple de la transition énergétique aujourd'hui, c'est peut-être le seul sujet sur lequel toutes les grandes puissances sont d'accord. Il y a cette volonté d'accélérer la transition énergétique via l'électrification des transports, via l'utilisation de plus d'énergie renouvelable dans le mix énergétique global, et on estime qu'il va y avoir une croissance beaucoup plus rapide que celle de l'économie mondiale d'un point de vue plus général. D'accord. Vous aussi, on est d'accord, on est sur une logique de gestion monde. On est tout à fait sur une logique de gestion monde. Après, je pense que les biais géographiques qui vont se voir apparaître dans les portefeuilles vont plutôt être liés au thème d'investissement. Je m'explique. Nous, par exemple, sur la stratégie nutrition, on a plutôt un biais européen. Parce qu'on cherche à capter de la valeur dans des petites entreprises, petites et moyennes entreprises, qui vont arriver à bien comprendre les enjeux environnementaux, les enjeux de santé publique, les enjeux de nutrition qui sont actuels. Et en fait, il se trouve qu'en Europe, il y a beaucoup de très belles boîtes qui font ça. Dans un autre fonds, qui est le fonds New James, qui est multithématique, on se rend compte qu'il y a un biais qui est plus US parce que toutes les actifs... Parce que tech, parce que santé, parce que medtech et tout l'univers du healthcare, l'innovation est plus forte aux États-Unis, donc on aura plus d'US. Et un peu comme ce que disait Yann, nous on ne va pas faire de hedge, on ne va pas faire de couverture sur la devise parce que l'idée c'est de faire du stock picking fondamental. Et après, en fonction des contraintes de nos clients, il y a des parts en euros ou des parts en dollars. Oui, puis quand on couvre la devise, on rajoute une couche de frais et de risques. Évidemment. Ça peut rajouter du risque. Évidemment. Alors qu'on veut. On a compris clairement, je pense, la différence et les avantages du thématique versus le sectoriel. Est-ce qu'on peut descendre un peu concrètement dans le moteur? Alors, on ne va pas descendre toute votre gamme à l'un et à l'autre, mais prendre l'un et l'autre un des fonds de votre gamme qui vous semble le plus intéressant et puis
indiquer un peu une des valeurs que vous avez en portefeuille qui vous semble emblématique de votre gestion. Et puis une chose que les gérants souvent n'aiment pas faire, un contre-exemple, une valeur qui pourrait rentrer dans le thème et dont vous dites bah, c'est peut-être bien, mais c'est pas pour moi, c'est peut-être pour le voisin. Ok, bon, je me lance. Allez. Bon, j'ai évoqué le fonds nutrition, donc Sustainable Food Trends. Il y a une valeur que j'aime bien mettre en avant, c'est une valeur qui s'appelle Leroy Seafood, qui n'est pas très connue, c'est une boîte norvégienne qui existe depuis 1899, donc ils ne sont pas tout récents. C'est un pêcheur norvégien qui a créé cette entreprise, donc il y a plus de 100 ans. C'est une vieille dame. C'est une vieille dame, mais qui a beaucoup grandi. C'est une entreprise qui a été familiale jusqu'en 1997, donc qui intervient sur toute la chaîne de valeur du poisson, donc on est dans l'univers vraiment nutrition. Pourquoi on parle beaucoup de poisson dans un fonds ISR? Parce que, vous savez, le poisson a un indice de consommation, un indice de conversion des protéines qui est de 1,2. Ça veut dire que quand on mange 1 kilo de poisson, en fait, ça a nécessité à peine plus de nourriture pour le poisson pour générer ce taux de protéines. Et ce taux-là, il est très supérieur chez les volailles, il est très très supérieur chez les porcs, il est encore bien supérieur chez les bovins. Sur le bovin, hein. Donc dans une logique de monde plus durable et d'investissement durable, le poisson est quelque chose d'extrêmement vertueux pour la consommation de nourriture animale et pour la consommation d'eau et l'émission de gaz à effet de serre. Donc, parenthèse fermée. Non, c'est intéressant parce que souvent sur ces fonds thématiques, on pense qu'on est sur des valeurs tech, un peu pointues, et là on est sur une valeur et là, c'est pas un peu de bon père de famille, quoi, de bon sens. Exactement, c'est une valeur donc norvégienne qui fait à peu près 4 milliards de capitalisation, il y a 2000 salariés, elle existe donc depuis plus de 100 ans, et elle a été gérée par sa famille pendant un siècle, puis elle a fait appel... c'est bien vendu, moi je ne connaissais pas, mais c'est vrai que c'est bien vendu, donc on voit l'intérêt. Non mais c'est intéressant parce que ça montre qu'on n'a pas d'œillère, qu'on peut aller sur des valeurs, souvent on se dit ouais, ça va être sur des valeurs en pointe, un peu funky, et là pas nécessairement. Un contre-exemple sur ce fonds nutrition d'une valeur qui est dans la mouvance, sur lequel... On a un contre-exemple, même deux contre-exemples parfaits. Ce fonds nutrition donc, existe depuis 14 ans. Il n'est pas investi, il n'a jamais été investi sur des grands du secteur comme Danone ou comme Nestlé. Pas du tout de mauvais sentiments à l'égard de ces entreprises-là, mais nous on pense qu'il y a beaucoup plus de performance et de valeur à aller capter dans des sociétés qui sont plus petites, moins connues, ou en tout cas ça. Ça veut dire que structurellement vous êtes plutôt petite et moyenne cap que large cap? On a beaucoup de petites et moyennes cap, on a quelques large cap du secteur, mais on ne va pas s'imposer d'investir sur les grands mastodontes du secteur. Toujours dans cette logique qu'on évoquait, on est hors du benchmark et le benchmark, ce n'est pas votre souci, ce n'est pas votre contrainte. Ce n'est pas une contrainte pour nous. Ouais. Ok, c'est clair. Yann Loin, même question, un fonds que vous trouvez emblématique de votre offre? Alors, il y a un fonds qui fonctionne particulièrement bien en matière de collecte aujourd'hui, c'est Pictet Clean Energy, c'est un fonds qui investit sur la transition énergétique, encore une fois, pour rester sur le même thème. Il a quel âge ce fonds? Il a été créé en 2007. D'accord, donc là encore on a un track record parce que la transition énergétique c'est à la mode depuis 2 ou 3 ans seulement. Hein. C'est à la mode depuis 2 ou 3 ans, tout le monde ne jure que par la durabilité depuis 2 ou 3 ans, là le fonds a 15 ans d'existence. C'est vrai qu'il a été créé avant le label ISR, donc là aussi on ne répond pas à un phénomène de mode, mais c'est une expertise qui a été bâtie progressivement. Et on estime qu'aujourd'hui, il y a un point d'inflexion, notamment technologique, qui est intéressant. Hein. Depuis 2-3 ans, on sent qu'on a touché ce point d'inflexion économique où la production d'énergie renouvelable, typiquement, devient moins coûteuse que la production d'énergie nucléaire ou charbonnée. On sent que les batteries des véhicules électriques ont bien progressé en matière de coûts. Hein. Sur 10 ans, c'est 90% de gains d'économie sur la production des batteries lithium-ion. Et aujourd'hui, ça devient rentable d'investir dans ces technologies-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Joe Biden et puis toutes les autres économies sont en train d'orienter leur plan. Clean Energy, je pense que tout le monde est OK sur le concept. Hein. Alors, on met quoi? Une des valeurs que vous avez en portefeuille là-dedans? Qu'on aime particulièrement, c'est 2SIX. 2SIX, c'est quoi ça? C'est une valeur qui fait des semi-conducteurs de puissance. C'est l'une des seules valeurs, elles sont deux, un Cray et 2SIX que l'on a en portefeuille, qui sont capables de synthétiser un matériau qui s'appelle le carbure de silicium. C'est un matériau qui a été retrouvé dans les météorites il y a 400 milliards d'années, qui, après plusieurs étapes de synthèse, vient intégrer la composition. Alors là, c'est très technologique pour le coup. Alors là, c'est très technologique, mais... C'est coté où 2SIX? C'est coté aux États-Unis. Donc c'est américain, parce que je ne connaissais pas, vous connaissiez, vous? Et c'est une société qui va permettre tout simplement d'augmenter l'autonomie des batteries, de réduire drastiquement le temps de recharge, de l'ordre de 50%, et ça participe finalement à l'évolution des batteries, qui sont de plus en plus performantes, qui ont des temps de recharge de plus en plus faibles, et qui permettent tout simplement au secteur automobile de vendre de plus en plus de véhicules électriques.
D'accord. Donc ça, c'est une valeur sur le thème Clean Energy emblématique, parce que c'est effectivement un petit peu pointu, c'est très techno, c'est indispensable. Un contre-exemple, une valeur... Le contre-exemple, c'est l'hydrogène. Ça fait plusieurs mois que l'on... Parce que l'hydrogène, ça fait plusieurs mois, effectivement. Que l'on dit qu'on McPhy, l'année dernière, ça a carburé Plug à Power Paris. l'an dernier, qui a fait 700-800% de performance. Ouais. On estimait qu'il y avait une bulle dans le secteur de l'hydrogène, parce que l'hydrogène, aujourd'hui, c'est une technologie qui est difficilement rentable, qui n'est pas encore mûre, avec des valorisations qui ont explosé l'an dernier. Et ce qui s'est passé depuis le 15 février, typiquement Plug Power a perdu quasiment 2/3 de sa capitalisation boursière, parce qu'aujourd'hui la technologie n'est pas encore prête, n'est pas encore commercialisable. 95% de l'hydrogène, c'est de l'hydrogène gris, donc fabriqué à partir d'hydrocarbures, donc c'est pas une technologie verte non plus. Donc c'est typiquement le cas typique que l'on n'a pas en portefeuille. Vous n'êtes pas contre l'hydrogène en tant que tel, c'est les valos qui vous semblent, et puis le momentum qui n'est pas le bon. Quoi. Exactement, la technologie est peut-être un petit peu trop récente encore, et puis les valos sont trop élevés. Alors ça a beaucoup baissé depuis quelques semaines. Là, il faut que ça purge un peu. C'était nécessaire, je pense. Ok. Est-ce qu'on peut parler rendement? Parce que ce qu'on nous vend souvent, quand on nous vend du thématique, c'est que c'est transversal, c'est vrai que c'est un bon support pour faire du storytelling parce que ça correspond à des phénomènes de société, et puis on nous dit, voilà, on sort des indices, on va éventuellement trouver des entreprises qui sont en dessous des radars, on en a évoqué quelques-unes, et donc il va y avoir du rendement à la clé, ça se vérifie un peu, on peut parler argent un peu? Ça se vérifie chez Pictet, en tout cas 80% des fonds sont surperformants sur 3 ans. Donc là aussi, c'était une des questions qui était posée quelque part versus les indices. La gestion active se justifie par la performance, c'est le cas chez Pictet. Et puis ce qui est intéressant de voir dans cette gamme thématique, c'est le parcours de performance de chaque thématique. Sur le long terme, on est globalement surperformant, avec une disparité à court terme qui là aussi est intéressante, et qui permet finalement de répondre à chaque environnement de marché. Moins volatile, parce que c'est votre collègue qui le disait tout à l'heure, quand on est sur du thématique, on est transversal, donc on va avoir une meilleure décorrélation. Par nature, on a une approche plutôt défensive. Si on prend un thème comme le thème du digital, par exemple, on a vocation à profiter de la croissance structurelle des entreprises technologiques, mais avec une approche assez défensive. Typiquement, on n'ira pas investir dans les nouvelles introductions en bourse, qui sont sur des prix très élevés à notre sens, et DocuSign, Airbnb, tout ça surfe. Exactement, tout ce qui est lié à la tech conceptuelle, les entreprises qui aujourd'hui empruntent, brûlent du cash, mais qui ne sont pas véritablement profitables. Donc on a toujours cette approche assez défensive, que ce soit, on en parlait à l'instant dans Clean Energy, dans le digital, profiter de la croissance structurelle d'un thème, parce qu'aujourd'hui on a une digitalisation dans beaucoup de secteurs d'activité qui est accélérée, mais en étant toujours très attentif sur les niveaux de valorisation, et on essaie de piloter les portefeuilles avec cette approche très raisonnable. C'est intéressant ce que vous dites tous les deux, parce que vous nous avez cité un exemple de valeur tech, qui est 2six, américaine, et vous dites en même temps, on n'est pas prêt à payer tout, n'importe quel prix, et donc il y a aussi une gestion de bon père de famille, j'ai l'impression. Exactement. Sur cet aspect performance, ce qui est important de noter, c'est qu'on se rend compte que beaucoup de stratégies thématiques arrivent à surperformer sur le long terme. Et nous, on l'explique de la manière suivante, c'est que quand on a un thème d'investissement sur lequel on veut être investi, on raisonne chaîne de valeur. On parlait de la voiture électrique, on regarde l'intégralité de la chaîne de valeur de la voiture électrique, donc de l'extraction des matériaux aux semi-conducteurs dont parlait Yann, à l'assemblage et au recyclage. Et en fait, la gestion thématique, ça permet à un moment donné de choisir les sous-secteurs d'activité et les sous-thèmes d'investissement qui sont plus ou moins propices à créer de la valeur. Je m'explique, on peut se dire à un moment donné, tiens, il y a de la valeur à aller chercher dans les semi-conducteurs parce qu'il y a des barrières techniques, technologiques à l'entrée qui sont élevées, des entreprises qui peuvent générer des croissances importantes, on va prendre. À un autre endroit de la chaîne de valeur, il y a une surchauffe, il y a une survalorisation pour des raisons qui sont liées au marché, là on va moins prendre. Et donc paradoxalement, c'est des fonds qui sont beaucoup moins corrélés que des fonds sectoriels ou que des fonds purs. Et surtout, on se rend compte qu'en ayant une gestion de conviction et un peu de tactique, on arrive à créer de la valeur sur le long terme. D'accord. Ça me fait penser à une question qu'on n'avait pas préparée. Alors j'ai une double question. Sur les thématiques, on voit apparaître régulièrement sur le marché des fonds monothématiques, et puis on voit depuis quelque temps des fonds multithématiques qui sont des espèces de fonds thématiques. Et donc vous, votre recommandation, c'est quoi? Est-ce qu'il vaut mieux être monothématique ou est-ce qu'il vaut mieux investir sur un fonds pluri- ou multithématique?
Chez Pictet, on a les deux. On a des thématiques, on a 12 stratégies thématiques pures et 3 fonds que l'on qualifie de multithématiques. Qui sont un peu des fonds de fonds Alors, ce n'est pas des fonds de fonds dans leur composition, mais dans l'idée, c'est ça. Et un fonds comme Pictet Global Megatrend Section, alors, a été créé en 2008. C'est l'équipondération des 12 thèmes thématiques purs de Pictet au sein d'un seul véhicule d'investissement. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir une exposition internationale qui manque encore trop souvent dans les portefeuilles des clients, d'avoir cette approche thématique et de ne pas avoir à choisir, parce que finalement, lorsqu'on s'intéresse à l'industrie forestière, lorsqu'on s'intéresse au thème de l'eau, à la sécurité, à la nutrition, tout est passionnant et c'est parfois compliqué de choisir. Donc là, quelque part, on ne fait pas ce choix-là. Et puis, ça permet de répondre à un besoin aussi de certains clients qui n'ont pas vocation à arbitrer tous les 2 mois ou 3 mois. Tout simplement, cette équipondération va profiter de la disparité des parcours de performance de chaque thème, va optimiser le couple rendement-risque et sur le long terme, ça fonctionne plutôt très bien. Donc la question pure ou multi, les deux, mon général. Multi en fond de portefeuille et puis pur en fonction de l'appétence de chaque en satellite. On sait que les médecins adorent Pictet Biotech, on sait que les ingénieurs adorent robotique. Oui, parce qu'on a tous des biais. On va avoir des biais liés à notre activité professionnelle. Exactement. Et ce sont les biais les plus dangereux parce qu'on connaît bien des secteurs ou des domaines et donc on est à l'aise et donc on va y aller massivement. Les plus dangereux, mais ce sont ceux qui font faire les meilleurs choix aussi dans les périodes de crise. C'est-à-dire que lorsque vous connaissez le thème du médical, par exemple, ou de la robotique, lorsqu'on a un drawdown de 20 ou 30%, ce qui arrive sur des fonds actions internationaux, vous êtes plus à même de comprendre la thématique, de comprendre le secteur, de savoir ce qu'il en ressort. Si c'est normal ou pas. Si c'est normal ou pas, et de rester positionné sur ces thèmes-là que l'on comprend. Et c'est tout l'intérêt de la gestion thématique, c'est que c'est du bon sens, c'est de la transparence, et au final, c'est de la performance. C'est vraiment ça l'intérêt. Je crois qu'on reviendra sur cette question de la performance parce qu'effectivement, il y a un moment, quand on est sur les marchés actions, il y a de la volatilité, il y a des coups de tabac. Et donc il y a des moments, il y a des trimestres, voire des semestres où ça va cogner. Et ce qui est important, c'est est-ce que c'est logique ou pas logique. Mais votre point de vue, Mon point de vue sur cette question bien propre de multithématique, monothématique. Est-ce qu'il faut avoir une approche pure on répond à nouveau, les deux, mon capitaine. Vraiment, pourquoi? Combien de fonds thématiques chez vous? Alors nous, on a 4 fonds thématiques. Il y en a 3 qui sont multithématiques, sachant qu'il y en a un qui est crédit climat. Donc, il est un peu entre les deux, et il y en a un qui est monothématique, nutrition. Crédit climat, ça sent l'obligataire, ça? C'est un fonds obligataire qui s'appelle Climate Trend Sustainable et qui est dédié à la thématique climat. D'accord. Mais pour répondre à la question monothématique versus multithématique, c'est vrai que pour moi, les deux sont importants et complémentaires. Ce qu'il faut surtout regarder, c'est plutôt l'active share, ça c'est un point important, et la concentration des portefeuilles. Parce que typiquement, nous, dans un fonds monothématique, on sera plutôt entre 35 et 40 valeurs. On va aller chercher vraiment des choses spécifiques très concentrées. Et concentrées. Sur un fonds multithématique, on sera plutôt entre 70 et 80 valeurs. Parce qu'on veut plus de diversification, on a une approche plus globale. Donc la vraie question, c'est ça. C'est qu'est-ce que le client s'y recherche comme investissement et l'accès qu'on donne à du stock picking. C'est ça qui est important. D'accord. Allez, une question, j'avais dit une double question. C'est le moment de balancer. Moi, je vois parfois des fonds avec des thématiques qui me semblent un petit peu, pas échevelées, mais ce que vous avez vu de plus loufoque en matière de gestion thématique, vous les citez. Alors, peut-être pas un nom, mais un thème. Non? Non, allez. Chacun y va aujourd'hui de son habillage thématique, donc c'est vrai que c'est... Vous parlez d'habillage, hein, alors là ça sent le marketing, hein, c'est-à-dire qu'on reprend des fonds et puis on met un petit coup de peinture, c'est ça? C'est devenu assez marketing la gestion thématique, c'est vrai que c'est tout le monde vend aujourd'hui sa gestion thématique, c'est vrai que c'est facile aujourd'hui pour les clients de comprendre la gestion thématique, c'est assez simple hein, de se projeter dans un thème, de percevoir un thème. Quand on parle de gestion thématique, c'est beaucoup plus facile pour un client final à appréhender que la gestion grosse ou la gestion value. Je suis d'accord. Etc. Donc, c'est vrai qu'après des thèmes plus ou moins loufoques, bon, on balancera. Voilà, on ne va pas balancer. Voilà, non, on ne va pas de name drop sur les thèmes loufoques, ça c'est sûr. En revanche, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on observe dans le marché de façon extrêmement précise, c'est qu'il y a beaucoup de fonds thématiques qui se lancent sur des thématiques qui sont à la mode, ça répond aussi à votre première question. Et quand on regarde un peu en détail le portefeuille, donc toujours avec 3-4 mois d'écart hein, sur Bloomberg, on se rend compte que c'est des fonds qui sont parfois un peu fourre-tout. Voilà, c'est mon seul petit bémol, si je puis me permettre, par rapport à ça. C'est vrai qu'on se rend compte que le côté marketing parfois prend un peu le dessus. Des maisons de gestion qui font des purs fonds thématiques depuis longtemps, avec des portefeuilles qui sont concentrés et dont les analystes, les gérants sont très experts
ou les experts externes, voilà, sont quand même très experts sur les sujets. Il y en a moins que des entreprises qui font des fonds thématiques. D'accord. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites, quand on ouvre, voilà, il y a un fonds qui vient de se lancer, on attend quelques mois, on ouvre le capot, et puis on va voir un peu l'Eurostock 50, quoi, avec une ou deux valeurs. L'Eurostock 50 peut-être pas, mais acheter toute la cote ou toutes les valeurs qui, de près ou de loin, sont dans un thème. Et ça, c'est quand même assez facile, je trouve. En revanche, il y a aussi beaucoup de maisons de gestion, il y en a un certain nombre, qui ont depuis longtemps des stratégies thématiques avec des équipes qui sont très pointues. Et on voit la différence sur la concentration des portefeuilles et sur les performances, ça se voit vraiment. Ouais. Donc le fait d'avoir un thème, le fait que le fonds soit sur un thème n'est pas un garant de solidité. Il faut une expertise, il faut des équipes derrière pour justement choisir le bon grain de livret. On l'a vu, hein, sur un même thème, on ne va pas tout prendre. Il y a des choses qui nous intéressent, puis des choses qu'on sait. Ce qui est important aussi, c'est la définition du thème. C'est-à-dire que chez Pictet, on est très attaché aux conditions de pureté. C'est-à-dire qu'on va à chaque fois restreindre un maximum l'univers d'investissement par thème pour s'adresser à des valeurs qui sont vraiment des pure players dans chaque thème d'investissement, qui génèrent 70-80% de leur chiffre d'affaires en relation avec le thème. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir cette disparité dans les performances. C'est-à-dire que lorsqu'on prend des fonds qui pourtant sont portés par des vents qui sont assez similaires, les fonds tech chez nous, robotique, security, digital, on va avoir un overlap entre les fonds qui est très faible parce que chacun travaille son territoire. Exactement. Et donc c'est vraiment la définition du thème qui est très important et c'est la raison pour laquelle chez Pictet on a un process d'investissement, une base commune à toutes les stratégies d'investissement depuis 1995 qui a été renforcée au fil des années et qui permet d'avoir une ligne directrice commune et qui fonctionne plutôt bien. Une question que je me pose souvent, alors Yann y a un peu partiellement répondu tout à l'heure, ces fonds thématiques, ça se vend comment? On l'a un peu évoqué, c'est vrai que ça se prête au storytelling, le thématique, mais surtout ça joue quel rôle dans le portefeuille? On a l'habitude de dire en portefeuille, quand on structure un portefeuille, il y a le cœur satellite. Alors Yann a commencé, on lui redonnera la parole tout à l'heure, dire vous considérez que c'est quoi? C'est du cœur ou c'est du satellite? C'est une très bonne question parce que... Merci. Mais je vous en prie. Non, mais typiquement, je vais considérer qu'un fonds qui aura une approche plutôt multithématique, plus globale, donc qui sera plus diversifié avec un niveau de concentration inférieur, notamment le fonds New James dont je parlais, lui, il peut être cœur de portefeuille dans un portefeuille action internationale. En revanche, sur des stratégies plus niches, plus spécifiques, comme le fonds nutrition, ça sera plus en diversification et en satellite. D'accord. Vous convergez un petit peu avec ce que disait Yann, à savoir sur des thématiques individuelles, on est plus sur la diversification du satellite, et puis on estime que les fonds multithématiques doivent être base d'allocation, ces 3-4 premiers fonds qui permettent de construire le socle d'une allocation, et puis ensuite, en fonction de l'appétence pour le risque aussi des clients, en fonction de la volonté d'investir ou non sur tel ou tel thème d'un client, on va bâtir une allocation. Maintenant, c'est vrai que ça a tendance à devenir de plus en plus cœur, parce qu'un fonds thématique chez Pictet, c'est quoi? C'est simplement un moyen de traiter le marché action international. Et puis, que voulez-vous faire d'autre aujourd'hui? Les fonds euros, c'est quand même compliqué. Le monétaire a des performances négatives. Gérer une allocation obligataire, ça devient de plus en plus compliqué. L'immobilier d'entreprise, compte tenu de la période, c'est pas forcément évident. Donc, nécessairement, les actions et notamment les thèmes qui ont des croissances structurelles qui sont très fortes vont prendre de plus en plus de place dans les allocations parce que c'est un moyen d'optimiser aussi le rendement. Et cette idée qui est que c'est un moyen d'aller sur les actions internationales, parce qu'effectivement, souvent, on le voit bien, les investisseurs français ont beaucoup d'actions françaises, voire de la zone euro, et ils ont souvent un peu du mal à sortir des actions de la zone euro. C'est un des moyens d'aller... Alors vous l'évoquiez, un petit mot avant qu'on conclue quand même, ce fonds thématique obligataire. Oui, alors ce fonds thématique obligataire, il est venu compléter notre gamme il y a 2 ans maintenant. On a voulu investir sur la thématique des green bonds, qui nous tient à cœur, et on a voulu élargir un peu. Donc on a créé cette stratégie qui est à la fois investie sur de la dette d'entreprise et de la dette d'État, et toutes les émissions sur lesquelles on investit sont liées aux enjeux climatiques. Donc on a 3 sous-jacents. Le premier sous-jacent, c'est des green bonds purs, tel qu'il en existe aujourd'hui. Pour donner un ordre de grandeur, les green bonds, ça représente à peine 1% des émissions obligataires dans le monde, c'est autour de 1 trilliard. Si on veut rester dans l'objectif de réduction de la température de 1,5 à horizon 2040, il faudrait émettre 90 trilliards de green bonds. Donc on est vraiment... Il y a de la marge. Il y a de la marge. Donc nous, on a voulu prendre ce train dès le début, et pour avoir plus de diversification, on a rajouté ce qu'on appelle nous les climate challengers, c'est des entreprises qui sont dans l'univers du climat et qui
ont des enjeux climatiques, transport, énergie, etc. Et enfin, les Climate Enablers, c'est une petite spécificité vraiment de chez DEPAM, qui sont des entreprises qui apportent des solutions techniques, technologiques pour permettre la transition climatique. Un exemple, une entreprise qui travaille dans le photovoltaïque et qui permet d'optimiser le positionnement des panneaux solaires. C'est un software, donc ce n'est pas du tout une boîte d'énergie, ce n'est pas un État, mais s'ils émettent une dette obligataire, on va acheter parce qu'ils permettent cette transition énergétique. Yann, Vincent, on va conclure. Cette demi-heure qu'on s'était impartie est passée très vite. Allez, en conclusion, aux partenaires CGP qui nous écoutent, qui pensent aux thématiques, si vous deviez leur donner 3 conseils sur comment bien utiliser les fonds thématiques, comment bien les identifier, vous leur diriez quoi, l'un et l'autre? Qui se lance? Alors, moi, 3 choses, c'est résumé. Oui, 3 choses, fatalement, c'est résumé. Pour sûr, la gestion active de conviction. Voilà. Ça, c'est clair, on a compris. C'est assez clair. La deuxième chose, c'est le long terme, parce que pendant assez longtemps, les fonds thématiques ont été utilisés comme des fonds tactiques. Et ça, on voit que c'est en train de changer. C'est aussi ce qu'évoquait Yann, c'est-à-dire que ça rentre de plus en plus au cœur des portefeuilles et c'est vraiment un moyen d'aller dans le marché action sur le long terme. Et on l'a vu avec la capacité des fonds thématiques à se balader sur toute la chaîne de valeur des thèmes d'investissement. Au final, c'est un vrai accès au marché action sur le long terme. C'est ça qu'il faut regarder. Et le troisième conseil, c'est évidemment d'être sélectif et surtout d'avoir envie d'investir sur ces thèmes d'investissement. Ouais. C'est ça qui est aussi important. Tous les épargnants et tous les gens qui intermédient l'épargne entre l'entreprise et les épargnants, il faut qu'on ait l'envie et le goût d'investir sur ces thèmes-là. Il faut y aller, il faut de l'enthousiasme, un minimum. Je pense, comme Vincent, qu'il faut privilégier le bon sens dans les allocations, se désensibiliser un maximum des brouhahs de court terme et puis tracer des lignes à plus long terme. Ouais. Regarde la croissance à horizon 10-15 ans, les thèmes qui véritablement vont être performants et qui vont générer des mutations structurelles à long terme, qui vont en profiter, et puis sélectionner les bons gérants, les gérants qui ont une expertise, qui ont un historique, les gestions également qui ont su passer les crises, et je pense que c'est le meilleur moyen aujourd'hui de bâtir une allocation, et notamment sur la partie action. C'est très clair. Yann Loin, Vincent Vallès, merci d'avoir été avec nous, et on vous dit beaucoup, à très bientôt. Merci.